Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, vous le savez, l'inflation, c'est au cœur des discussions économiques actuellement, notamment est-ce que l'inflation va faire son retour, est-ce qu'elle va faire son retour uniquement à court terme ou bien à beaucoup plus long terme. Et justement, j'ai voulu en profiter pour creuser un peu un des mystères de l'inflation, qui est cette différence entre la perception qu'on peut avoir de l'inflation dans notre vie de tous les jours, et puis les calculs qui sont faits par les autorités officielles, qui vont être l'INSEE par exemple en France, ou bien aux États-Unis, le CPI qui va être calculé, parce que ce problème de perception entre l'inflation qu'on perçoit et celle qui est calculée, c'est quelque chose qui est mondial. Je vais vous montrer ici quelques chiffres qui concernent plutôt l'Europe, et on voit que l'écart dont je parle, il n'est pas anecdotique, c'est vraiment même énorme, entre l'inflation perçue, qui est sur le graphique la ligne la plus fine, et puis l'inflation réelle, qui est la plus épaisse, et on voit que cet écart, il est, comme je le disais, vraiment important, puisque l'inflation réelle en Europe était, on va dire, un petit peu en dessous de 2% sur les dernières années, alors que l'inflation perçue était, elle, entre 6 et 8%. Alors pour les explications, je vais me baser plutôt sur la France et puis sur les calculs de l'INSEE, mais bon, c'est un petit peu partout la même chose. Donc en France, l'INSEE calcule d'abord un indice qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et cet indice, il est basé sur l'observation d'un panier de biens et services qui est actualisé chaque année. Et si on réfléchit bien, on voit qu'on a en gros deux théories pour expliquer cette différence entre l'inflation perçue et puis l'inflation calculée. Alors, soit c'est un problème de mesure, avec le panier de biens et services utilisés qui n'est pas représentatif, ou bien on peut avoir des biais dans les calculs, etc. Donc ça voudrait dire que finalement l'inflation perçue, elle est plus juste que l'inflation qui est calculée. Alors comme je le disais, ça fait partie de tout ce qui est discussion sur le pouvoir d'achat, parfois même discussion de comptoir, mais pas seulement. Il y a aussi plusieurs économistes qui sont dans ce camp-là et qui pensent que l'inflation pourrait être beaucoup mieux calculée. Et puis la deuxième théorie, qui va être bien sûr plutôt celle de l'INSEE, c'est celle qui dit que c'est souvent des biais psychologiques qui vont empêcher les ménages d'arriver à estimer correctement les variations de prix, et donc c'est leur perception qui est biaisée, et dans ce cas-là, ce serait plutôt les calculs d'inflation qui seraient justes, et puis la perception qui serait due, comme je l'ai dit, à des biais psychologiques qu'on va détailler un petit peu plus tard. Alors, premier scénario, c'est un problème de mesure, et on entend souvent dire par certains économistes que le panier de biens et de services qui est utilisé par l'INSEE n'est pas représentatif des dépenses des Français. Alors, ça va peut-être vous surprendre, moi c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu surpris quand j'ai préparé cette vidéo, mais la liste de produits qui fait partie du panier n'est pas rendue publique par l'INSEE. Et en fait le but c'est d'éviter des manipulations de prix, soit par les grandes enseignes ou bien par les pouvoirs publics. Mais on connaît quand même les grandes catégories. Donc le but c'est bien sûr d'éviter que une certaine chaîne de distribution sache que c'est telle tablette de chocolat dans tel supermarché, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que c'est un produit par point de vente, enfin il y a une liste de produits par point de vente et qui est relevée donc régulièrement, et le supermarché pourrait savoir que c'est son supermarché dans la périphérie de Lyon qui est choisi pour relever le prix du chocolat, enfin parmi d'autres bien sûr, et donc pourrait décider de moins augmenter ce produit-là par rapport à d'autres. Mais ce qui est évident, puisqu'on parle de ce fameux panier, c'est que de toute manière, il est impossible de mesurer exactement la hausse des prix de vos dépenses à vous, car nous avons tous des dépenses différentes. Et donc on est forcément sur une moyenne. Par exemple, si vous êtes non-fumeur, vous achetez bien sûr pas de cigarettes, alors que ça représente en moyenne 2% des dépenses des Français, ce qui est donc loin d'être négligeable, surtout un produit qui est autant taxé et donc qui a autant d'inflation. De la même manière, si vous habitez en zone rurale avec assez peu de transports en commun, vous allez avoir beaucoup de dépenses liées à l'automobile, carburant, entretien, réparation, assurance, etc. Et qui seront probablement beaucoup plus élevées qu'une personne qui va être par exemple à Paris et qui va prendre le métro tous les jours et qui va peut-être avoir dans un couple une voiture pour deux, voire même pas de voiture. Donc là, on va voir que les coûts de transport vont être forcément beaucoup plus élevés pour la personne en zone rurale. Donc on voit ici qu'on a un problème de moyenne, du fait que effectivement l'indice des prix à la consommation c'est une moyenne, donc il ne va pas correspondre à tout le monde, mais en fait l'argument qui est le plus mis en avant par notamment les économistes qui trouvent que le panier des biens et services n'est pas représentatif, c'est sur le logement. Ils disent que le logement c'est sous-estimé parce qu'il représente 6% du budget des ménages, enfin 6% de l'indice des prix à la consommation, parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'INSEE va exclure du budget des particuliers tous les logements achetés, parce que c'est vu comme un investissement et non pas comme une dépense.
Alors ça, c'est quelque chose dont je discuterai un petit peu plus en conclusion de la vidéo. Et effectivement, ce qui paraît clair, c'est que, notamment pour les locataires, 6% va être bien en dessous du budget qu'ils consacrent. Et pour ceux qui pensent qu'on pourrait éventuellement mettre des remboursements de crédit comme des dépenses courantes, j'ai envie de dire, on sera aussi bien en dessous avec uniquement 6% de leur budget. Donc ça, c'est le premier point, le logement. Autre argument qui est souvent mis en avant, c'est que l'INSEE inclut un effet qualité dans l'évolution du prix des produits. Alors là, je ne sais pas exactement comment ils s'y prennent, mais en fait, ils font baisser le prix réel d'un objet parce qu'ils disent que sa qualité a augmenté. Par exemple, au fil des années, on voit le prix des iPhones qui augmente, mais l'INSEE va inclure une baisse de prix qui est liée à la hausse de la qualité parce que les modèles sont plus puissants, ont plus de fonctionnalités, etc. Et cet effet qualité, il n'est pas négligeable parce qu'il représente, il est appliqué sur un quart des produits qui sont étudiés chaque année par l'INSEE. Après ça, il y a pas mal d'autres biais qui font que le calcul n'est pas forcément juste. Par exemple, le biais de substitution qui fait que si un prix augmente, les consommateurs vont avoir tendance plutôt à se rabattre sur un autre produit, alors que l'indice, lui, va rester inchangé. Par exemple, je prends un exemple un peu n'importe quoi, si le coût de la vanille explose parce que la récolte a été mauvaise, les consommateurs vont peut-être basculer sur la glace au chocolat, au lieu de continuer à acheter de la glace à la vanille. Mais cet effet substitution, il joue à l'inverse de ce qu'on constate, c'est-à-dire que la perception en général d'inflation est bien plus élevée que la réalité. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Alors un autre biais dans le calcul, c'est le fait que parfois l'INSEE va mettre du temps avant d'inclure un nouveau bien dans le panier. Un exemple qui est flagrant, alors je ne sais pas du tout si c'est inclus dans le panier ou pas, mais aujourd'hui on a plus de 25% des ménages français qui sont abonnés à Netflix, mais est-ce que Netflix, l'abonnement de Netflix fait partie du panier moyen de biens et services ? C'est pas sûr, probablement pas même, ou à moins qu'ils soient très réactifs, mais voilà, entre le moment où ils constatent quelque chose et le moment où ils vont l'inclure dans le panier, il y aura forcément un délai, donc si entre-temps Netflix a fortement augmenté son abonnement, ce ne sera pas pris en compte dans l'inflation officielle. Donc maintenant, on va mettre l'autre casquette pour parler de l'autre scénario, donc forcément un scénario qui sera plutôt défendu par l'INSEE, qui est que la mesure est plutôt juste, ou en tout cas que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour mesurer l'inflation et la hausse des prix, mais que c'est plutôt la perception des ménages qui est faussée. Alors on va reprendre principalement les principales critiques et démarrer, comme je l'ai expliqué, par l'immobilier. Alors effectivement, l'INSEE dit qu'il y a 6% qui est consacré à l'immobilier, donc ce sont des loyers qui sont inclus dans les dépenses des ménages, c'est faible, mais ce que répond l'INSEE, c'est que déjà les 6% ce ne sont que les loyers, et que si on inclut les charges, l'électricité, etc., on passe à 14%, et quand ils justifient les 6%, ils expliquent que c'est une moyenne, parce qu'en France, on a 4 ménages sur 10 qui sont locataires. Donc pour eux, effectivement, les dépenses de loyer sont plutôt aux alentours des 20%. Donc si on fait la moyenne, on est plutôt autour de 6%. Alors si on fait vraiment le calcul 4 fois 20%, on est plutôt autour de 8%, mais bon, on va dire que c'est un effet d'arrondi. Donc vu qu'il n'y a que 40% des Français qui sont locataires, on a 6% de loyer. Ensuite, sur les 6 ménages sur 10 qui sont propriétaires, il y a quand même, moi je ne me rendais pas compte, mais c'est les chiffres de l'INSEE, il y en a 4 qui n'ont plus de crédit. Et seulement 2 qui remboursent encore un crédit. Alors la question qui peut se poser, c'est pour cela, est-ce qu'il faut prendre en compte les remboursements de crédit dans les dépenses, en fait, l'INSEE dit non, parce qu'en fait, l'achat de l'immobilier, c'est vu pour eux comme un investissement, donc le remboursement de crédit, c'est de l'épargne forcée et pas de la consommation. Mais l'INSEE précise quand même qu'ils prennent en compte les intérêts, alors pas dans la mesure de l'inflation, effectivement, ce serait peut-être un peu bizarre, mais dans la mesure du pouvoir d'achat, parce qu'ils déduisent les intérêts des revenus. Si on passe maintenant à l'effet qualité, alors effectivement, l'effet qualité, ça peut se discuter. Si effectivement, comme je l'ai lu, selon certains économistes, le prix de l'iPhone serait en baisse selon l'INSEE, alors là, je ne pense pas que ce soit vrai, mais disons que la hausse de l'iPhone est en partie modérée par cet effet qualité. Mais si on prend des exemples, type les clés USB, avant, admettons, l'INSEE avait une clé USB de 4 Go dans son panier. S'il laisse cette clé de 4 Go trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que le prix va baisser jusqu'à finalement qu'il disparaisse parce qu'il n'y aura aucune clé USB de 4 Go sur le marché. Donc il y a forcément un moment où ils vont passer de la clé de 4 Go à une clé de 32 Go, puis 64, etc. Et donc à chaque fois, on va avoir la clé USB qui va baisser en prix, puis on va avoir un saut de prix qui va être dû au saut de qualité. Donc effectivement, on peut comprendre que quand il y a ce saut de qualité, ils vont modérer le saut de prix parce qu'il faut partiellement prendre en compte la hausse de qualité. Donc
Moi, c'est vrai que quand j'entends ça de la part de l'INSEE, on peut voir que l'indice est plutôt bien calculé. Mais alors on peut se dire, si l'indice est plutôt bien calculé, et je reviendrai sur l'immobilier un petit peu en fin de vidéo, d'où vient l'impression que les prix augmentent plus vite? Alors il y a eu plein d'études sur le sujet, hein. Il y a pas mal de biais qui sont ressortis. Alors un des premiers biais, c'est que le consommateur, il observe mieux les variations de prix quand les produits sont achetés plus fréquemment. Bien sûr, tout ce qui est alimentaire, restaurant, etc. C'est sûr que si vous allez au restaurant 3 fois par semaine et que votre resto préféré augmente le prix de son menu à midi, par exemple, vous allez tout de suite le remarquer. Même chose sur quelque chose pour de la nourriture, par exemple, que vous achetez toutes les semaines. Donc on voit que les Français, ça a été noté, sont particulièrement sensibles aux hausses des prix du pain, par exemple, alors que la baisse des appareils électroménagers est beaucoup moins prise en compte. Et si on parle maintenant du passage à l'euro, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce passage à l'euro qui aurait fait exploser les prix, il y a une étude qui a montré que l'effet d'arrondi lors du passage à l'euro, il a été nettement haussier pour des produits fréquemment achetés. Donc on a eu 0,3 points pour le pain et la pâtisserie, 1,5 points pour les cafés, etc., parce qu'ils ont arrondi au niveau au-dessus, mais ça a été légèrement baissier pour les gros appareils électroménagers. Donc voilà, le premier biais, c'est l'effet fréquence. On va trop pondérer des petits achats qu'on fait fréquemment par rapport à des gros achats qu'on fait moins régulièrement. Et autre biais qui a été constaté lors du passage à l'euro, c'est que les ménages, ils ont gardé ancré dans leur mémoire le dernier prix connu en francs. Par exemple, pour la baguette de pain, les ménages auraient tendance à comparer le prix actuel, donc on va dire ils ont pris 87 centimes d'euros en moyenne en France, à son dernier prix de 2001, qui était de 4 francs 30, soit 66 centimes d'euros. Et comme cet écart s'amplifie au fil des ans, hein, mécaniquement, on a l'impression que l'inflation est beaucoup plus élevée que la réalité, alors que si on regarde uniquement donc l'inflation sur la baguette de pain, depuis 2001, elle est de 1,9% par an, alors ce qui est effectivement plus élevé que l'inflation moyenne, mais ce n'est pas non plus l'explosion dont on nous parle régulièrement à chaque fois qu'on parle du passage à l'euro. Et enfin, un dernier biais qui est loin d'être le plus petit, c'est que, et vous le savez notamment si vous vous intéressez à la finance comportementale, on accorde beaucoup plus d'importance aux baisses des prix qu'aux hausses. On ressent en général, en moyenne, en tout cas c'est ce qui a été trouvé, 2 à 3 fois plus les pertes que les gains pour les mêmes montants. Donc s'il y a un produit qui monte de 1 euro et un autre qui baisse de 1 euro, vous allez avoir 2-3 fois plus de mal. Cette perte va vous faire 2 à 3 fois plus de mal que le bien que vous allez avoir en économisant 1 euro de l'autre côté. Alors en conclusion, est-ce que les calculs de l'inflation faits par l'INSEE typiquement sont mal faits? Quand on regarde vraiment les méthodologies de l'INSEE, quand on se plonge un petit peu, on se rend compte que c'est difficile de faire beaucoup mieux. Même s'il y a des biais, même si c'est loin d'être parfait, on se rend compte que comme il se base vraiment sur les dépenses des Français, en moyenne, ça correspond bien à la hausse des prix qui est constatée dans les différents supermarchés, magasins, vendeurs de voitures ou les prix sur Internet. Après, là où il y a un point litigieux, c'est effectivement sur l'immobilier. Mais ce n'est pas sur les loyers de l'immobilier, parce qu'on l'a compris, le fait que les loyers représentent 6% des dépenses des Français, c'est une réalité statistique. Donc ça, on ne peut pas le changer. Ce serait illogique de prendre les montants des loyers et de les appliquer à 20% des Français. Donc effectivement, ce chiffre de 6% est logique. Mais ce 6%, je vous le rappelle, il représente uniquement les loyers et pas la hausse des prix de l'immobilier. Alors, et c'est là où c'est un peu difficile, c'est est-ce qu'il faudrait prendre une partie de cette hausse des prix de l'immobilier dans le calcul? Ça dépend beaucoup de cas, parce que prenons le cas d'une personne qui veut acheter. C'est sûr que cette personne qui veut acheter, si elle achète maintenant parce qu'elle est jeune, par exemple, elle n'a pas pu acheter il y a 10 ans, mais qu'un appartement a doublé par rapport à son prix il y a 10 ans, effectivement, cette personne, elle subit de plein fouet une hausse des prix de l'immobilier. Elle va devoir acheter plus petit ou payer 2 fois plus cher le même bien. Donc, dans ce cas-là, dans le cadre, on va dire, d'un primo-accédant, c'est quelque chose qui serait logique. Ce serait logique d'inclure pour ce panier-là la hausse des prix de l'immobilier. Maintenant, regardons pour quelqu'un qui est locataire et qui souhaite rester locataire et qui va donc avoir des dépenses autour de 20% en loyer chaque mois. Si on prend en compte la hausse du prix de l'immobilier, on sait que le prix de l'immobilier augmente beaucoup plus vite que les loyers, ou quand il baisse aussi beaucoup plus vite que les loyers qui sont beaucoup plus stables, là, son panier ne va pas du tout correspondre. Et ce qui est encore plus bizarre, et c'est pour ça que c'est très difficile d'inclure le prix de l'immobilier dans la hausse des prix, c'est que pour 6 Français sur 10 qui, eux, sont déjà propriétaires, et dans ce cas-là, eux, ça va être un gain en capital.
Et c'est là toute la complexité de l'immobilier et de l'indice des prix. C'est-à-dire que pour certains, l'indice des prix ne devrait absolument pas être affecté par la hausse ou la baisse des prix de l'immobilier, parce qu'ils sont locataires et vont le rester. Pour ceux qui sont propriétaires, la hausse des prix n'est bien sûr pas du tout une dépense. Soit s'ils veulent rester dans leur bien, c'est totalement neutre. Bon, il se trouve qu'ils ont un gain en capital, un gain en patrimoine, mais pour eux c'est neutre dans leurs dépenses au jour le jour. Et finalement, la seule partie, les seuls gens qui sont touchés par ça, c'est des gens qui sont, on va dire, principalement des primo-accédants ou bien quelqu'un qui voudrait vendre un bien pour acheter beaucoup plus gros. Et donc on voit que c'est extrêmement difficile à inclure dans les calculs de l'INSEE. Alors on le voit, le calcul de l'inflation, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Moi, après avoir étudié un peu le sujet, il y a beaucoup d'études très complexes qui sont faites sur le dossier. Je pense que l'impact biais psychologique est énorme. Je pense réellement qu'on voit beaucoup plus les hausses de prix que les baisses, que cet effet fréquence d'achat sur le petit café que vous allez prendre, que vous preniez à l'époque au café du coin, ce type de prix a un impact énorme sur votre perception, alors que l'écran plat que vous allez payer, 3 fois moins cher qu'il y a 5 ans, ça vous allez beaucoup moins le pondérer. Donc je pense que l'impact psychologique est effectivement énorme. Après, il y a ce point de l'immobilier, qui est vraiment très intéressant, mais effectivement, ça reste difficile pour l'INSEE d'inclure vraiment la variation du prix de l'immobilier dans son indice. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous avez vous-même cette perception que l'indice des prix, que l'inflation plutôt est mal calculée? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, partager, etc. comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.